Les pétales de rose blanche éparpillés sur la pelouse impeccablement tondue semblaient frémir tandis que le son lointain des pales d'un hélicoptère déchirait la mélodie du quatuor à cordes. 300 invités, sur leur 31, se détournèrent de l'hôtel fleuri pour regarder vers la source du bruit, se protégeant les yeux du soleil de l'après-midi. Victor Reed, héritier de l'un des plus grands empires pharmaceutiques du pays, se tenait figé devant l'hôtel, le visage exsangue, reconnaissant l'hélicoptère noir et élégant qui descendait sur l'héliport de son domaine familial. « Qu'est-ce que c'est ? Qui est-ce » Sa fiancée, Sophia, lui agrippa le bras, son bracelet en diamant s'enfonçant dans sa peau. Mais Victor ne pouvait répondre. Le souffle lui manquait alors que la portière de l'hélicoptère s'ouvrait et qu'une femme en tailleur blanc immaculé en descendait, ses cheveux couleur caramel dansant dans le vent créé par les rotors qui ralentissaient. Puis, 2 petites silhouettes apparurent derrière elle, des jumeaux, un garçon et une fille, pas plus de 6 ans, tenant chacun l'une de ses mains alors qu'ils marchaient avec une assurance consommée vers la cérémonie de mariage. La mère de Victor eut un hoquet audible. N'importe qui pouvait le voir, les enfants avaient les yeux de Victor. 6 ans plus tôt, Victor et Eliza Reed étaient la définition même du couple de pouvoir. Il était le brillant héritier de Reed Pharmaceuticals, elle, une biochimiste dont les recherches avaient déjà sauvé d'innombrables vies. Leur mariage avait été l'événement mondain de la saison, leurs vœux échangés dans ce même jardin où Victor se tenait maintenant avec une autre femme. Leur mariage semblait parfait, passionné, solidaire et construit sur un respect mutuel. Ils parcouraient le monde ensemble, faisaient des dons de millions à des œuvres caritatives et se préparaient à fonder une famille. En coulisses, cependant, des nuages noirs s'amoncelaient. Julian, ami d'enfance de Victor, avait rejoint Reed Pharmaceuticals en tant que directeur financier, introduisant sa sœur Sophia dans leur cercle social. Ce que personne ne savait, c'est comment ce frère et cette sœur allaient systématiquement détruire tout ce que Victor et Eliza avaient construit. Le domaine des Reed scintillait sous les lumières du soir tandis que le personnel en uniforme impeccable circulait lors du gala de charité annuel. Victor observait sa femme à travers la salle de bal bondée, admirant la façon dont Eliza captait l'attention dans sa robe émeraude alors qu'elle discutait de ses dernières recherches avec le ministre de la Santé. 6 ans de mariage n'avaient fait qu'approfondir son attirance pour son esprit brillant et son cœur généreux. « Elle est vraiment quelqu'un », dit Julian, apparaissant à côté de Victor avec 2 whisky. « Tu as de la chance. » Victor accepta le verre avec un sourire. « Tu m'étonnes. » Les essais cliniques sur son protocole de traitement du cancer montrent des résultats incroyables. Le conseil d'administration est ravi. Julian hocha la tête, ses yeux suivant Eliza alors qu'elle riait à quelque chose que Sophia lui disait. « Ça doit être agréable d'avoir la beauté et l'intelligence sous le même toit. » « On essaie d'avoir un bébé, tu sais, » confia Victor, le whisky déliant sa réserve habituelle. Eliza a tout calculé. Elle dit que le timing est parfait ce mois-ci. Le sourire de Julian se crispa, presque imperceptiblement. La paternité, hein ? Ça va tout changer. Plus tard cette nuit-là, Eliza sortit de leur salle de bain attenante pour trouver Victor assis sur le bord de leur lit, son téléphone à la main. Son visage était méconnaissable, tordu par la rage et la trahison. « Victor, qu'est-ce que tu fais avec mon téléphone ? Qui est Michael ?» Sa voix était dangereusement calme. Eliza fronça les sourcils, confuse. « Michael ? Je ne connais aucun. Ne me mens pas. » Il lui jeta le téléphone, affichant des messages qu'elle n'avait jamais vus auparavant, des messages intimes, des plans explicites pour des rendez-vous. « 3 mois que tu le vois. Dans notre lit, Eliza. Pendant que j'étais en voyage pour le travail. Victor, je n'ai jamais vu ces messages. Je ne connais aucun Michael. » Ses mains tremblaient alors qu'elle faisait défiler des conversations qui semblaient provenir de son numéro mais contenaient des mots qu'elle n'avait jamais écrits. « Ton parfum était sur ses vêtements. Il savait des choses sur notre maison que seul quelqu'un qui était venu ici pouvait savoir. » Victor se leva, passant ses mains dans ses cheveux sombres. Julian l'a trouvé. Le détective privé a tout confirmé. Julian ? L'esprit d'Eliza s'emballa. Victor, ce sont des faux. Quelqu'un a fabriqué ces messages. Jamais je ne. La porte de la chambre s'ouvrit et Julian entra sans frapper. La sécurité a trouvé ça dans sa voiture. Il tendit à Victor un petit sac contenant une montre d'homme et une carte clé d'hôtel.
Je n'ai jamais vu ça de ma vie, s'écria Elisa, tendant la main vers Victor qui recula comme si son contact allait le brûler. Sors, murmura Victor, puis plus fort, sors de chez moi. Victor, s'il te plaît. Je suis ta femme. Je t'aime. Des larmes coulaient sur son visage alors que Julian faisait signe aux gardes de sécurité qui attendaient dans le couloir. Plus maintenant. Je veux que les papiers du divorce soient prêts ce soir. Julian s'en est déjà occupé, répondit Julian, sans croiser le regard désespéré d'Elisa. Les instants suivants se déroulèrent dans un flou horrible tandis que la sécurité escortait Elisa hors de la chambre. Elle supplia Victor d'écouter, de réfléchir logiquement. Pourquoi le tromperait-elle alors qu'ils essayaient d'avoir un bébé? Mais la pensée rationnelle l'avait abandonnée, remplacée par une rage primaire alimentée par ce qui semblait être des preuves irréfutables. En moins de 30 minutes, Elisa se retrouva sur l'allée, en chemise de nuit, regardant le personnel jeter des valises faites à la hâte dans le coffre de sa voiture. Victor observait depuis le balcon, le visage comme un masque de pierre, tandis que Julian se tenait à ses côtés, une main sur son épaule en signe apparent de consolation. « Vos cartes d'accès ont été désactivées », l'informa froidement le chef de la sécurité. « Vos comptes seront gelés d'ici demain matin. Monsieur Reed suggère que vous n'essayiez pas de le contacter, ni personne de la société. » La pluie commença à tomber alors qu'Elisa était assise dans sa voiture, haletant entre les sanglots. Son téléphone vibra, une notification. Accès à son email révoqué. Puis une autre, accès à son immeuble de bureau supprimé. Puis une troisième, un avis préliminaire de procédure de divorce. À 8 km du domaine, elle s'arrêta sur le parking d'une pharmacie ouverte 24 heures sur 24 et resta assise, tremblante, sous les néons fluorescents. Ça ne pouvait pas arriver. Il devait y avoir une explication. Quelqu'un l'avait piégée. Mais qui et pourquoi? Son esprit se tourna immédiatement vers le comportement étrange de Julian ces derniers mois, la façon dont il semblait apparaître chaque fois qu'elle et Victor étaient en désaccord, les suggestions subtiles qu'elle travaillait peut-être trop ou voyageait trop souvent. Puis une vague de nausées la submergea, une sensation familière des derniers matins qu'elle avait attribuée au stress. Avec des mains tremblantes, elle entra dans la pharmacie et acheta un test de grossesse. 3 minutes plus tard, en regardant le résultat positif dans les toilettes stériles de la pharmacie, le monde d'Elisa Reed s'effondra complètement. Elle était enceinte de l'enfant de Victor, sans abri et confrontée à un divorce vicieux orchestré par quelqu'un qu'elle soupçonnait maintenant d'avoir comploté cela depuis des mois. À l'aube, elle se gara près de l'immeuble de bureau de Victor, déterminée à le faire écouter. Mais la sécurité l'intercepta avant qu'elle n'atteigne la porte. « Monsieur Reed ne veut pas vous voir, Madame Reed », dit le garde, mal à l'aise mais ferme. « Dites-lui que je suis enceinte, plaida-t-elle. S'il vous plaît, dites-lui juste ça. » Le garde disparut à l'intérieur. 10 minutes insoutenables plus tard, il revint. « Monsieur Reed dit que, compte tenu de votre infidélité, il n'a aucune raison de croire que l'enfant est de lui. Son avocat vous contactera pour un test de paternité après la naissance. » Les genoux d'Elisa cédèrent sous la cruauté de ces mots. À travers les portes vitrées, elle pouvait voir Julian observer depuis le hall, son expression indéchiffrable. Cet après-midi-là, elle découvrit que ses cartes de crédit avaient été annulées. Le soir, ses amis les plus proches avaient cessé de répondre à ses appels, tous faisant partie du même cercle social que Victor. À la tombée de la nuit, elle dormait dans sa voiture sur le parking d'un supermarché, enceinte de 7 semaines et complètement seule. Elle ne le savait pas encore, mais l'échographie qu'elle passerait 2 semaines plus tard révélerait un choc encore plus grand, des jumeaux. La première lueur d'espoir vint sous la forme d'Eleanor Simmons, une femme âgée qui trouva Elisa en train de vomir à côté de sa voiture tôt un matin. « Soit vous êtes enceinte, soit vous êtes mourante, ma chère », observa Eleanor avec une franchise surprenante. Dans les 2 cas, vous avez besoin d'aide. Eleanor, une veuve qui avait perdu sa fille unique d'un cancer des années auparavant, offrit à Elisa l'ancienne chambre de sa fille jusqu'à ce qu'elle puisse remettre de l'ordre dans ses affaires. C'est dans la modeste maison d'Eleanor qu'Elisa trouva enfin l'espace pour réfléchir clairement à ce qui s'était passé et pour planifier sa réponse. Elle mit en gage son alliance pour 12 000 $, une fraction de sa valeur, mais assez pour les soins prénatals et un ordinateur portable d'occasion. Puis elle commença à documenter méticuleusement tout ce qui s'était produit,
créant des chronologies, sauvegardant les preuves qu'elle pouvait récupérer. L'image qui se dégagea confirma ses soupçons. Julian, avec l'aide de Sophia, avait orchestré sa chute. Mais pourquoi? Que avait-il pu y gagner? La réponse vint d'une source inattendue. Alors qu'elle parcourait les offres d'emploi dans un café, Elisa surprit 2 chercheurs en pharmacie discutant d'irrégularités dans les récents rapports d'essais cliniques de Reed Pharmaceuticals. Les chiffres ne collent pas, murmura l'un. Les profils d'effets secondaires ont été clairement modifiés avant soumission. Julian Thomas a tout validé, répondit l'autre. Victor Reed n'a probablement jamais vu les données originales. L'esprit scientifique d'Elisa s'activa. Elle avait travaillé sur ces mêmes essais avant son expulsion. Si Julian falsifiait des données, ce n'était pas seulement de la fraude, c'était dangereux. Des gens pouvaient mourir. Et si elle était restée, elle l'aurait peut-être découvert. Cette nuit-là, berçant son ventre qui s'arrondissait, Elisa prit une décision. Victor l'avait complètement abandonnée, choisissant la rage aveugle plutôt que la confiance. Mais elle ne permettrait pas aux manigances de Julian de nuire à des innocents ou de priver ses enfants de leur avenir. « Votre papa n'a pas voulu de nous », murmura-t-elle à ses jumeaux à naître. « Mais ce n'est pas grave. Nous allons construire quelque chose de si spectaculaire qu'un jour, il réalisera exactement ce qu'il a jeté. » Les nausées matinales étaient un euphémisme cruel, découvrit Elisa alors qu'elle vomissait pour la 3e fois cet après-midi-là. Enceinte de 4 mois de jumeaux, son corps changeait rapidement, rendant presque impossible de dissimuler son état lors des entretiens d'embauche. « Je suis désolé, Dr Reed, dit le directeur du laboratoire, sans la regarder dans les yeux. Vos qualifications sont impressionnantes, mais nous venons de pourvoir le poste. C'était la même réponse qu'elle avait reçue dans 5 autres centres de recherche. Quelqu'un, très certainement Julian, l'avait mise sur liste noire dans toute l'industrie. Eleanor la trouva en train de pleurer sur la balancelle du porche ce soir-là. « Oh les cœurs, ma chère », dit la femme plus âgée en s'asseyant à côté d'Elisa. « Le monde ne s'arrête pas parce qu'un homme a été trop stupide pour voir votre valeur. »« Ce n'est pas seulement Victor, » expliqua Elisa. « Personne ne veut m'embaucher. Mon expérience en recherche ne signifie rien quand Julian Thomas leur dit que je suis instable ou malhonnête. » Eleanor réfléchit. Alors peut-être que vous devez rencontrer des gens qui n'ont jamais entendu parler de Julian Thomas. Le lendemain, Eleanor conduisit Elisa dans une petite clinique communautaire desservant principalement des patients à faible revenu. La salle d'attente était bondée, le personnel débordé. « Mon amie, le docteur Rebecca Torres, dirige cet endroit », expliqua Eleanor. Elle ne se soucie pas de la politique pharmaceutique, seulement d'aider les gens. Le docteur Torres était un ouragan sous forme humaine, une chercheuse brillante qui avait quitté un poste prestigieux pour servir ceux qui n'avaient pas accès à des soins de santé adéquats. Après une conversation de 5 minutes sur le parcours de recherche d'Elisa, elle lui offrit un poste à temps partiel pour analyser les données des patients. « Je ne peux pas vous payer ce que vous valez », prévint le docteur Torres, « et je vois que vous attendez des jumeaux. » Elisa hocha la tête, surprise. « La façon dont vous portez, présentation typique de jumeaux, » expliqua le docteur Torres. « Écoutez, ce n'est pas un travail glamour, mais c'est honnête, et personne ici ne vous jugera parce que vous êtes enceinte et non mariée, si c'est ce qui vous inquiète. » Pour la première fois depuis des mois, Elisa sentit une lueur d'espoir. « Quand puis-je commencer ?» Le travail était en effet peu glamour, organiser les dossiers des patients, analyser les résultats des traitements et aider à rationaliser les protocoles de la clinique. Mais cela gardait l'esprit d'Elisa vif et lui fournissait juste assez de revenus pour compléter ce qu'elle avait obtenu de son alliance. Enceinte de 7 mois, elle entra en se dandinant dans le bureau du docteur Torres avec des découvertes qu'elle ne pouvait ignorer. « Il y a une tendance chez ces patients atteints de cancer », expliqua Elisa en étalant des graphiques sur le bureau. Ceux qui prennent le nouveau médicament de Reed Pharmaceuticals présentent des complications hépatiques à un taux 3 fois supérieur à celui rapporté. Le docteur Torres étudia les données. « C'est préoccupant. Vous êtes certaine ? La taille de l'échantillon est petite, mais la tendance est indubitable, confirma Elisa. Et cela correspond à ce que j'ai entendu sur la falsification des données d'essai. » L'expression du docteur Torres s'assombrit. « Nous devrions signaler cela à l'agence du médicament. » « Avec quelle preuve ?»
soupira Elisa. Ils diront que notre ensemble de données est trop limité. Nous avons besoin de plus de preuves. Ce dont nous avons besoin, dit pensivement le docteur Torres, c'est de développer un traitement alternatif. Quelque chose de plus sûr. Elisa cligna des yeux. Cela prendrait des années et des millions de financements. Pas nécessairement, sourit mystérieusement le docteur Torres. J'ai un laboratoire entièrement équipé chez moi. C'est là que je mène mes propres recherches après les heures de travail. Peut-être qu'il est temps que vous le voyiez. Le laboratoire à domicile du docteur Torres s'avéra être une installation ultramoderne, construite dans ce qui avait été autrefois une grande grange sur sa propriété. Mon défunt mari m'a laissé très à l'aise, expliqua le docteur Torres. J'utilise mon héritage pour financer des recherches que les grandes entreprises ne veulent pas toucher. Traitements pour maladies rares, alternatives abordables à des médicaments coûteux. Elisa passa la main sur l'équipement étincelant. C'est incroyable. C'est aussi privé, souligna le docteur Torres. Pas de supervision d'entreprise, pas d'actionnaires exigeant des profits trimestriels au détriment de la sécurité. Juste de la science pure. Elle fixa Elisa d'un regard intense. Vos travaux précédents sur les protocoles de traitement du cancer étaient révolutionnaires. Que feriez-vous si vous aviez la liberté de poursuivre ces recherches à votre manière? La question réveilla quelque chose en Elisa qui était en sommeil depuis son expulsion. La chercheuse passionnée qui avait autrefois cru pouvoir changer le monde. 2 semaines plus tard, Léo et Lunarid vinrent au monde dans la clinique du docteur Torres, en bonne santé, parfaits et ignorant béatement le chaos entourant leur naissance. Aucun faire-part de naissance n'apparut dans les journaux, aucun père fier ne faisait les 100 pas dans la salle d'attente. Juste Éléanore, essuyant des larmes de joie en tenant les nouveau-nés, et le docteur Torres, qui les avait mis au monde elle-même. Ils ont ses yeux, observa attentivement Éléanore. Oui, acquiesça Elisa, étudiant l'expression sérieuse de son fils et le regard curieux de sa fille. Mais j'espère, mon bon sens. La convalescence après l'accouchement fut compliquée par l'épuisement émotionnel, mais Elisa ne s'accorda que 2 semaines avant de retourner au laboratoire du docteur Torres, souvent avec les jumeaux dormant à proximité dans un berceau portable. Les jours se transformèrent en semaines, les semaines en mois, alors qu'Elisa affinait ses recherches, se concentrant sur le développement d'un traitement contre le cancer avec beaucoup moins d'effets secondaires que le médicament phare de Reed Pharmaceuticals. Quand les jumeaux eurent 8 mois, la percée arriva. Elisa avait créé un composé qui montrait une efficacité remarquable contre les cancers agressifs tout en maintenant un profil d'effets secondaires bénins. Le docteur Torres était aux anges. « C'est extraordinaire », déclara-t-elle en examinant les résultats de laboratoire. « Vous devez breveter cela immédiatement. » Les brevets coûtent de l'argent, lui rappela Elisa, et des avocats. « Ce que j'ai, » rétorqua le docteur Torres. « Mais plus important encore, cette découverte mérite d'atteindre les patients. Elle a besoin d'une entreprise derrière elle. » Eliza Ritt Ameerment. Quelle entreprise travaillerait avec l'épouse rejetée de Victor Reed? Le docteur Torres la regarda longuement, d'un air mesuré. Une nouvelle. Une que vous créez vous-même. L'idée parut absurde au début. Elisa n'avait aucune expérience des affaires, aucun contact dans l'industrie, et à peine assez d'argent pour acheter des couches pour les jumeaux. Mais le docteur Torres persista, révélant finalement qu'elle avait discrètement investi dans des startups de biotechnologie pendant des années. « Je suis prête à fournir un financement de démarrage, » dit-elle à Elisa. « Mes seules conditions sont que vous gardiez le contrôle total et que les médicaments que nous développons restent abordables. »« Pourquoi feriez-vous cela pour moi ?» demanda Elisa, méfiante face à une telle générosité après des mois de trahison. « Parce qu'il y a 20 ans, j'étais vous, » répondit simplement le docteur Torres. « Brillante, trahie et sous-estimée. L'homme qui m'a fait ça est devenu un géant pharmaceutique, vendant des médicaments à 20 fois leur coût de production. J'ai passé 2 décennies à chercher quelqu'un qui pourrait m'aider à changer ce système. » Elle sourit aux jumeaux qui jouaient sur une couverture à proximité. « Considérez cela comme mon investissement dans la prochaine génération. » Phoenix Pharmaceuticals vit le jour dans le laboratoire de la grange du docteur Torres, Elisa utilisant son nom de jeune fille, Elisa Winters, pour éviter toute association immédiate avec Reed Pharmaceuticals. Leur première demande de brevet fut acceptée sans accroc.
Julian et Victor restèrent complètement ignorants du fait que leur ancienne collègue était en train de bâtir une entreprise rivale. Au moment où les jumeaux eurent 2 ans, Phoenix avait obtenu l'approbation de l'Agence du médicament pour son premier médicament et avait commencé la production à petite échelle. Les contacts du Dr Torres dans l'industrie s'avérèrent inestimables, ouvrant des portes qui seraient restées fermement closes à Elisa seule. Leur premier contrat majeur vint du réseau hospitalier Merci, qui avait lutté contre le coût élevé et les effets secondaires préoccupants des traitements anticancéreux de Reed Pharmaceuticals. Phoenix offrait une alternative efficace à moitié prix, avec des résultats nettement meilleurs pour les patients. L'annonce fit quelques vagues dans les publications de l'industrie. Le nouveau venu Phoenix Pharmaceuticals, dirigé par la scientifique Elisa Winters, décroche un contrat de plusieurs millions de dollars avec le réseau hospitalier Merci, défiant les acteurs établis sur le marché des médicaments oncologiques. Chez Reed Pharmaceuticals, la nouvelle reçut peu d'attention. Un nouveau concurrent n'était guère inhabituel dans leur secteur. Et le nom de l'entreprise ne souleva aucun signal d'alarme. Ce n'est que lorsque leur plus gros client hospitalier annonça qu'il changeait de fournisseur que les alarmes commencèrent à sonner. Julian Thomas fit irruption dans le bureau de Victor, jetant un rapport sur son bureau. On vient de perdre Metropolitan Medical au profit d'une start-up appelée Phoenix. C'est 30 millions de revenus annuels en moins. Victor, désormais plus impliqué dans les aspects sociaux de l'entreprise que dans le travail scientifique qu'il avait autrefois passionné, leva à peine les yeux. Alors, propose-leur une meilleure offre. Je l'ai fait, claqua Julian. Ils ont refusé. Ils ont dit que le médicament de Phoenix a des résultats supérieurs et moins d'effets secondaires. Leurs mots exacts étaient « Le produit de Reed n'est pas comparable ». Cela capta enfin l'attention de Victor. C'est impossible. Notre équipe de R&D travaille sur cette formulation depuis des années. Eh bien, apparemment, cette Elisa Winters a résolu en 2 ans ce que notre équipe n'a pas réussi en 5. Le ton de Julian était soigneusement calibré pour suggérer l'incompétence plutôt que son propre sabotage de la recherche de Reed après le départ d'Elisa. Elisa Winters. Victor fronça les sourcils, le nom remuant quelque chose dans sa mémoire. Personne ne sait grand-chose sur elle, continua Julian suavement. Elle est sortie de nulle part il y a environ 3 ans. Très discrète, ne donne jamais d'interview. Mais sa science est apparemment exceptionnelle. Je veux la rencontrer, décida Victor. Organise un dîner. Peut-être devrions-nous envisager d'acquérir Phoenix plutôt que de rivaliser avec eux. L'expression de Julian se crispa presque imperceptiblement. Je vais essayer, mais mes sources disent qu'elle refuse la plupart des demandes de réunion, surtout celles des grandes sociétés pharmaceutiques. Tout le monde a son prix, répondit Victor avec dédain, retournant au calendrier social sur son bureau où Sophia avait marqué plusieurs galas de charité auxquels ils assisteraient ensemble. Pendant ce temps, de l'autre côté de la ville, Elisa était assise dans le modeste mais grandissant siège de Phoenix, examinant leurs dernières projections financières tandis que les jumeaux coloriaient tranquillement dans la petite aire de jeu de son bureau. Reed Pharmaceuticals a perdu un autre contrat aujourd'hui, mentionna son assistante en plaçant de nouveaux rapports sur son bureau. Leurs actions ont chuté de 8%. Elisa s'autorisa un petit sourire. Comme c'est regrettable pour eux. Il y a aussi ça, ajouta l'assistante en faisant glisser un magazine d'affaires. En couverture, Victor avec Sophia à son bras lors d'un événement caritatif. Le titre, l'héritier Reed épousera Sophia Thomas lors d'une cérémonie printanière. L'expression d'Elisa resta neutre alors qu'elle étudiait l'image de l'homme qu'il avait jeté dehors dans la nuit, l'homme dont les enfants dessinaient maintenant tranquillement à quelques mètres de là, des enfants dont il n'avait jamais pris la peine de vérifier s'ils étaient les siens, malgré sa demande initiale de test de paternité. Maman, regarde. Luna brandit un dessin de ce qui semblait être leur petite famille, Elisa, Léo, Luna, Eleanor et le docteur Torres, tous se tenant la main. C'est nous. C'est magnifique, ma chérie, répondit Elisa, sa voix stable malgré les émotions qui tourbillonnaient en elle. Plus tard cette nuit-là, après avoir couché les jumeaux, Elisa s'assit sur son balcon surplombant la ville. Au loin, elle pouvait voir la tour de Reed Pharmaceuticals illuminée contre le ciel nocturne. 3 années de travail stratégique avaient fait de Phoenix un concurrent redoutable, qui commençait à sérieusement impacter les résultats de Reed. Mais cela n'avait jamais été son objectif principal.
Son téléphone sonna. Un message de son enquêteur, un ancien patient dont la vie avait été sauvée par le médicament de Phoenix et qui utilisait maintenant ses compétences d'analyste financier pour suivre les activités de Reed Pharmaceuticals. Trouver quelque chose d'important dans leurs documents trimestriels. Des incohérences cachées suggèrent au moins 50 millions de dollars non comptabilisés. Besoin de creuser davantage. Aussi, date du mariage confirmée, 15 mai. Le 15 mai. La date exacte, 6 ans plus tôt, où la sécurité l'avait escortée hors de chez elle. Elisa ferma les yeux. Le timing ne pouvait pas être une coïncidence. Julian et Sophia avaient un penchant pour la cruauté psychologique. Choisir cette date spécifique était clairement destiné à être l'effacement final de son existence dans la vie de Victor. Mais ils avaient très mal calculé. Car pendant qu'ils planifiaient un mariage, Elisa avait bâti un empire. Et plus important encore, elle avait rassemblé des preuves de fraude financière, d'effets secondaires de médicaments délibérément dissimulés, et du montage élaboré pour la faire accuser d'infidélité. Les jumeaux méritent de connaître leur père, lui avait répété le docteur Torres. Et Victor mérite de savoir ce que Julian a fait. Elisa avait résisté pendant des années, protégeant le monde paisible qu'elle avait créé pour ses enfants. Mais voir l'annonce du mariage, prévue pour l'anniversaire de sa plus grande humiliation, cristallisa quelque chose en elle. Il était temps que la vérité éclate. Toute la vérité. Le domaine des Reed n'avait jamais paru aussi magnifique. Des milliers de roses blanches ornaient le jardin où 300 invités s'étaient rassemblés pour assister à l'union de Victor Reed et Sophia Thomas. Des musiciens à cordes jouaient doucement tandis que les invités prenaient place, leur conversation murmurée créant un doux bourdonnement d'anticipation. Victor se tenait à l'autel, élégant dans son smoking sur mesure, bien que des observateurs attentifs aient pu noter le léger creux dans ses yeux. Au premier rang, ses parents échangeaient des regards inquiets. Ils ne s'étaient jamais vraiment attachés à Sophia, bien qu'ils aient gardé leur réserve privée. Julian Thomas, servant de témoin, contemplait la scène avec une satisfaction mal dissimulée. Tout s'était déroulé selon le plan. Quelques mois après le départ d'Elisa, il avait présenté sa sœur à Victor. Son affection calculée avait été la distraction parfaite des questions occasionnelles de Victor sur les preuves contre Elisa. Pendant ce temps, Julian avait systématiquement détourné des fonds de l'entreprise, établi des comptes offshore et s'était positionné pour finalement prendre le contrôle total de Reed Pharmaceuticals. L'officiant du mariage prit sa place, la musique passa à la marche nuptiale. Sophia apparut au bout de l'allée dans une robe de créateur qui avait coûté plus cher que la plupart des maisons. Et puis, le son lointain des pales d'un hélicoptère. Au début, les invités supposèrent que cela faisait partie de la célébration. Peut-être une entrée spectaculaire ou une surprise organisée par le marié. Mais l'expression de confusion de Victor se mua rapidement en alarme alors que l'hélicoptère noir descendait vers l'héliport du domaine. « Qu'est-ce qui se passe » exigea Sophia, atteignant l'hôtel alors que les invités commençaient à se tourner vers le bruit. Victor ne répondit pas. Quelque chose à propos de cet hélicoptère lui semblait étrangement familier. La cérémonie s'interrompit alors que l'hélicoptère atterrissait. Le personnel de sécurité se déplaça avec incertitude vers l'héliport, ne sachant s'il devait intervenir. Personne ne les avait autorisés à arrêter l'appareil. Puis la porte s'ouvrit et elle sortit. Même de loin, Victor la reconnut immédiatement. Le monde sembla se rétrécir à un seul point alors qu'Elisa, son ex-femme, la femme qu'il avait rejetée 6 ans plus tôt, marchait calmement vers la cérémonie dans un élégant tailleur bleu marine qui soulignait à quel point elle avait peu changé. Ses cheveux étaient différents, sa posture plus assurée, mais son visage remua quelque chose de profond en lui qu'il avait désespérément tenté d'oublier. Puis 2 petites silhouettes émergèrent de l'hélicoptère derrière elle, un garçon et une fille, lui tenant la main, regardant autour d'eux avec des expressions curieuses qui reflétaient celles de Victor face à la nouveauté. « Oh mon Dieu !» murmura la mère de Victor en se levant de son siège. « Richard, regarde-les !» Le père de Victor se leva également, le visage pâle de choc. Ils ont ses yeux. Les yeux de Victor. Les murmures se répandirent dans la foule alors qu'Elisa et les enfants marchaient délibérément vers la cérémonie. La sécurité chercha des instructions du regard de Victor, mais il restait figé, incapable de traiter ce qu'il voyait. « Qu'est-ce que c'est » siffla Sophia en agrippant le bras de Victor. « Qui est cette femme ? Pourquoi est-elle ici avec ses enfants »
Julien s'avança, le visage tordu de rage et de peur. Je m'en occupe. Il fit signe à la sécurité, mais la voix calme d'Elisa trancha le chaos. Je ne ferai pas ça, Julien. Pas à moins que tu ne veuilles que tes activités financières soient rendues publiques maintenant, au lieu de dans les journaux de demain. Julien hésita alors qu'Elisa et les enfants atteignaient le bord de la zone des sièges. Les jumeaux, impeccablement vêtus et remarquablement calmes pour leur âge, restaient près de leur mère, étudiant la scène avec des yeux intelligents. « Victor », dit Elisa, sa voix portant à travers l'assemblée désormais silencieuse. « Voici tes enfants. Léo et Luna. Ceux dont tu n'as jamais su l'existence quand tu m'as jeté dehors il y a 6 ans. » Le hoquet collectif des invités fut audible. La mère de Victor porta une main à sa bouche, les larmes emplissant ses yeux alors qu'elle regardait ses petits-enfants pour la première fois. « C'est impossible », claqua Sofia. « Elle ment. » Victor dit à tout le monde qu'elle ment. Mais Victor ne pouvait pas parler. Il regardait les enfants, le garçon dont l'expression sérieuse et les yeux pensifs étaient étrangement familiers, la fille dont la posture déterminée reflétait la sienne sur les photos d'enfance. Les tests ADN confirmant leur paternité ont déjà été déposés auprès du tribunal des affaires familiales, continua calmement Elisa, ainsi que les preuves de la conspiration de Julien et Sofia pour me retirer de ta vie en fabriquant des preuves d'infidélité. Julien se jeta en avant. « Sécurité, faites sortir cette femme immédiatement. » « Je ne ferai pas ça », intervint une autre voix alors que le docteur Rebecca Torres émergeait de derrière Elisa. « Pas à moins que Reed Pharmaceuticals ne veuille que l'agence du médicament reçoive notre dossier complet sur les profils d'effets secondaires falsifiés du Rhinol ce soir, au lieu de la semaine prochaine. » La foule éclata en conversations confuses. Les parents de Victor bousculèrent les gardes de sécurité pour s'approcher des enfants. Sa mère s'agenouilla, malgré sa robe coûteuse, pour regarder les jumeaux dans les yeux. « Bonjour, dit-elle doucement. Je serai votre grand-mère. » Luna, la plus audacieuse des jumeaux, étudia attentivement la femme plus âgée avant de répondre. « Vous ressemblez aux photos que maman garde dans notre boîte à souvenirs. » Cette simple déclaration, révélant qu'Elisa s'était assurée que les enfants connaissaient leur famille paternelle malgré tout, sembla briser quelque chose chez la mère de Victor. Elle se mit à pleurer ouvertement, tendant une main hésitante que Luna accepta avec une grâce surprenante. Victor retrouva enfin sa voix. « Eliza, comment. »« J'étais enceinte de cette semaine quand tu m'as jetée dehors, » répondit-elle, gardant un ton mesuré malgré les émotions qui bouillonnaient sous la surface. « J'ai essayé de te le dire. Tes gardes de sécurité ont transmis le message. Tu as dit que tu voulais un test de paternité après la naissance, mais personne ne m'a jamais contacté. » Victor se tourna vers Julien, la confusion et une horreur naissante sur son visage. « De quoi parles-tu ? Je n'ai jamais reçu de message concernant une grossesse. » L'expression de Julien se durcit. « Elle ment. C'est évidemment une manigance élaborée pour... »« Pourquoi, Julien ?» l'interrompit Elisa. « Pour perturber le mariage que tu as spécifiquement programmé pour l'anniversaire de mon expulsion ? Pour révéler que toi et Sofia avez détourné plus de 80 millions de dollars de Reed Pharmaceuticals ? Ou peut-être pour informer Victor que je suis l'Elisa Winters qu'il essaie de rencontrer, la fondatrice de Phoenix Pharmaceuticals qui lui prend régulièrement des parts de marché depuis 3 ans ? » Les révélations tombèrent comme des coups physiques. Victor recula, regardant de Julien à Sofia, puis de nouveau à Elisa et aux enfants. Ces enfants, debout calmement au milieu du chaos qu'ils avaient initié. « C'est absurde », déclara Sofia, bien que sa voix tremblât légèrement. « Victor, elle est clairement perturbée. Nous devons la faire sortir. » « En fait, intervint une nouvelle voix du fond de l'assemblée, je pense que c'est vous que nous allons faire sortir, mademoiselle Thomas. » 2 individus en costume sombre s'approchèrent, exhibant des badges fédéraux. « FBI. Nous avons des questions sur certaines transactions financières entre Reed Pharmaceuticals et des comptes offshore à votre nom. » Alors que les agents fédéraux escortaient Julien et Sofia, qui protestaient, loin de la cérémonie, les invités du mariage commencèrent à se disperser en groupes confus et scandalisés. Certains s'attardèrent à distance, ne voulant pas manquer la conclusion dramatique de ce qui devait être un simple mariage mondain. Victor s'approcha lentement d'Elisa et des enfants, comme en transe.
Il s'agenouilla devant les jumeaux, étudiant leur visage avec émerveillement et dévastation. « Bonjour, dit-il simplement, la voix étranglée par l'émotion. Léo, toujours le plus prudent des jumeaux, se cacha partiellement derrière la jambe de sa mère, mais Luna rencontra directement le regard de son père. « Vous ressemblez aussi à vos photos », l'informa-t-elle avec pragmatisme. « Mais celles de maman sont de quand vous étiez plus heureux. » Les yeux de Victor s'emplirent de larmes. « Je suis désolée. Je ne savais pas pour vous. J'aurais. » Sa voix s'éteignit alors que l'énormité de ce qu'il avait manqué le submergeait. « Peut-être devrions-nous continuer cette conversation dans un endroit plus privé, suggéra Elisa, jetant un coup d'œil au badaud restant. Vos parents sont les bienvenus pour se joindre à nous. Victor hocha la tête, hébété, puis se tourna pour trouver sa mère et son père déjà debout à proximité, incapables de détacher leurs yeux de leurs petits-enfants. L'hélicoptère attend, ajouta Elisa. À moins que vous ne préfériez rester et expliquer à vos invités pourquoi il n'y aura pas de mariage aujourd'hui. Alors qu'il marchait vers l'héliport, Victor se retrouva à côté d'Elisa, les jumeaux légèrement en avant avec ses parents fascinés. « Pourquoi maintenant » demanda-t-il doucement. « Après 6 ans, pourquoi choisir ce moment ?» L'expression d'Elisa resta sonausament neutre. « Parce que les jumeaux méritent de connaître leur père. Parce que vos parents méritent de connaître leurs petits-enfants. Et parce que Julian et Sophia étaient sur le point de finaliser leur prise de contrôle de votre entreprise, vous laissant sans le sou et potentiellement impliqués dans leur crime. » Elle fit une pause. « Le timing de la date du mariage, l'anniversaire du jour où vous m'avez jeté dehors, a simplement fourni une certaine symétrie poétique. » Dans l'hélicoptère, alors qu'il volait vers la maison d'Elisa, Victor regardait ses enfants montrer avec enthousiasme les points de repère en contrebas. Ils étaient vifs, éloquents et manifestement bien élevés. La vie qu'Elisa avait construite sans lui sembla soudain se matérialiser dans son esprit. Les anniversaires qu'il avait manqués, les premiers pas, les premiers mots, les histoires du soir et les petits déjeuners, 6 ans de souvenirs qu'il ne récupérerait jamais. « Où allons-nous » demanda doucement Victor. « Chez moi » répondit Elisa. « Il y a des documents que vous devez voir. Des preuves de ce que Julian et Sophia ont fait à votre entreprise. Et... » Elle hésita. « Des choses que les enfants veulent vous montrer. » L'hélicoptère se posa sur l'héliport sur le toit d'un immeuble élégant portant le logo de Phoenix Pharmaceuticals. En descendant vers un appartement-terrasse, Victor réalisa avec un choc grandissant l'étendue du succès d'Elisa. Ce n'était pas seulement une entreprise, c'était un empire, construit à partir de rien en 6 courtes années. À l'intérieur du penthouse spacieux et chaleureusement décoré, les jumeaux coururent immédiatement vers une étagère exposant leurs œuvres d'art et leurs réussites scolaires. « On veut te montrer notre chambre », annonça Luna en attrapant la main de Victor avec l'assurance facile d'une enfant qui n'avait jamais connu le rejet. Léo suivit, plus hésitant, observant attentivement les réactions de son père. Alors que Victor était conduit à travers la maison qu'Elisa avait créée, chaque détail révélait une autre facette de la vie qui avait continué sans lui. Des photos de famille de vacances et d'anniversaires, des preuves des personnalités distinctes des jumeaux dans leurs chambres soigneusement décorées, des étagères remplies d'histoires bien aimées. Dans la chambre des jumeaux, un espace divisé pour refléter leurs différents intérêts, la moitié de Luna remplie de décorations astronomiques et de projets scientifiques, celle de Léo de livres et de jeux de construction complexes. Victor remarqua une petite boîte sur une étagère intitulée « Papa ». « Je peux lui montrer, maman ?» demanda Luna alors qu'Elisa apparaissait dans l'embrasure de la porte. Au signe de tête d'Elisa, Luna récupéra la boîte et l'ouvrit pour révéler des coupures de journaux, des photographies et même l'annonce du mariage de Victor et Elisa des années auparavant. « Maman a fait ça pour qu'on te connaisse », expliqua Luna comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. « Elle a dit que tu étais très intelligent et que c'est pour ça qu'on est intelligent aussi. » Victor leva les yeux vers Elisa, incrédule. Malgré tout ce qu'il avait fait, ou n'avait pas fait, elle s'était assurée que ses enfants le connaissent, du moins d'une certaine manière. « Je vais vous laisser un peu de temps avec eux, » dit doucement Elisa. « Quand vous serez prêts, nous devons discuter des activités de Julian. Vos parents sont dans le salon. » Dans le salon élégamment aménagé, les parents de Victor étaient assis maladroitement sur un canapé, encore abasourdis par les révélations de la journée. Le père de Victor, Richard Reed, un homme d'affaires redoutable en son temps,
semblait complètement perdu alors qu'il acceptait une tasse de thé d'Elisa. « Comment avons-nous pu ne pas savoir ?» demanda-t-il, la voix lourde de regret. « Nos propres petits-enfants. » Julien était très minutieux, répondit Elisa sans amertume. Il a intercepté les communications, falsifié des documents et s'est assuré que Victor ne reçoive que les informations qui servaient ses objectifs. « Mais pourquoi ?» demanda la mère de Victor. « Qu'aurait-il pu y gagner ?» Elisa ouvrit un ordinateur portable sur la table basse. Le contrôle de Reed Pharmaceuticals. Lui et Sophia ont systématiquement détourné des fonds tout en montant Victor en épingle pour couvrir les effets secondaires dangereux de vos médicaments. Elle tourna l'écran pour leur montrer des dossiers financiers complexes. Une fois mariée, Sophia aurait eu accès aux comptes personnels et aux avoirs de Victor. Il prévoyait de finaliser le transfert d'actifs quelques mois après le mariage. Richard Reed étudia les documents avec une horreur croissante. Ce sont des rapports financiers du conseil d'administration. Comment les avez-vous obtenus? J'ai des sources au sein de Reed Pharmaceuticals, reconnut Elisa. Des gens qui sont restés fidèles à la mission originelle de l'entreprise plutôt qu'à la vision de Julien. Victor entra dans la pièce, visiblement ému par son temps avec les enfants. « Ils sont incroyables, » dit-il simplement, regardant Elisa avec des yeux neufs. « Comment as-tu fait? Les élever si bien tout en bâtissant une entreprise à partir de rien? » « J'ai eu de l'aide, » répondit Elisa. « Le docteur Torres, pour commencer. Et une femme âgée nommée Eleanor qui m'a recueillie quand j'étais sans abri et enceinte. »« Sans abri ?» répéta la mère de Victor, horrifiée. « Oui, » confirma Elisa, son ton clinique plutôt qu'accusateur. « Quand Victor a ordonné qu'on me retire de notre maison, mes comptes ont été gelés, mes cartes de crédit annulées et ma réputation détruite. J'ai dormi dans ma voiture pendant 2 semaines avant qu'Eleanor ne me trouve en train de vomir sur un parking à cause des nausées matinales. » La dure réalité de ce qu'Elisa avait enduré frappa Victor comme un coup physique. « Je n'ai jamais su, » murmura-t-il. « Julien m'a dit que tu avais emménagé avec ton amant. »« Il n'y avait pas d'amant, Victor, » dit doucement Elisa. « Il n'y avait que moi, enceinte de tes enfants, essayant de survivre pendant que Julien détruisait froidement tout ce que nous avions construit ensemble. » Victor s'effondra sur une chaise, la tête entre les mains. Les preuves semblaient si concluantes, les textos, la montre, même les témoignages. Tout était fabriqué, confirma Elisa. Julien a engagé quelqu'un pour créer de faux messages textes. La montre et la clé d'hôtel ont été placées. Les témoins ont été payés. Elle ouvrit un autre dossier sur son ordinateur portable. Voici le relevé de paiement du compte privé de Julien à l'homme qui s'est fait passer pour mon amant imaginaire. Et ça, continua-t-elle en se tournant vers un autre document, c'est l'ordonnance restrictive prétendument déposée par toi qui m'empêchait de t'approcher au sujet de ma grossesse. Victor regarda le document avec horreur. Je n'ai jamais déposé ça. Jamais je n'aurais. Julien a imité ta signature, expliqua Elisa. Tout comme il l'a fait sur de nombreux documents de l'entreprise autorisant la mise sur le marché de médicaments malgré des résultats de tests préoccupants. Alors que toute l'étendue de la trahison de Julien et Sophia devenait claire, Victor sembla vieillir physiquement sous leurs yeux. Ses parents paraissaient également dévastés, en particulier sa mère, qui jetait constamment des regards vers le couloir d'où l'on entendait parfois les rires des jumeaux. « Pourquoi ne les as-tu pas dénoncés plus tôt ?» demanda finalement Richard. « Avec des preuves aussi complètes, tu aurais pu laver ton nom il y a des années. » Elisa réfléchit attentivement à sa réponse. « Au début, ma seule préoccupation était la survie. Ensuite, protéger les jumeaux est devenu primordial. Au moment où Phoenix était suffisamment établi pour que j'envisage une confrontation, j'ai dû peser l'impact sur les employés et les patients innocents de Reed Pharmaceuticals. » Elle croisa le regard de Victor. « Malgré tout, je n'ai jamais voulu détruire l'entreprise ni nuire à ceux qui en dépendaient. » Victor la regarda avec une nouvelle compréhension. « Alors, à la place, tu as bâti une entreprise concurrente avec de meilleurs produits et des pratiques éthiques, transférant progressivement les patients vers des médicaments plus sûrs tout en rassemblant des preuves contre Julien. » Oui, reconnut Elisa. Phoenix n'a pas été construit uniquement par vengeance, Victor. Il a été construit parce que j'ai vu comment Julien corrompait la mission de ton entreprise.
La mission que nous partagions autrefois, aider les gens. Un léger coup à la porte interrompit leur conversation. Le docteur Torres entra, portant une tablette. Le FBI a placé Julian et Sophia en garde à vue, rapporta TL. Et le dépôt préliminaire auprès de la SEC a été effectué. La cotation des actions de Reed Pharmaceuticals sera probablement suspendue en attendant l'enquête. Victor Blamett. L'entreprise va s'effondrer. Pas nécessairement, répondit Elisa. J'ai préparé une proposition à examiner. Elle récupéra un dossier de son bureau et le tendit à Victor. Une fusion entre Phoenix et Reed. Cela préserverait les emplois, maintiendrait l'accès des patients aux médicaments et permettrait une transition ordonnée pendant que les questions juridiques sont traitées. Victor ouvrit le dossier avec des mains tremblantes, parcourant la proposition détaillée avec un étonnement croissant. « Tu as tout prévu », murmura-t-il. « J'ai eu 6 ans pour envisager les possibilités », répondit simplement Elisa. Alors que Victor et ses parents examinaient la proposition, Elisa sortit dans le couloir avec le docteur Torres. « Tu es certaine de ça ?» demanda doucement le docteur Torres. « Après tout ce qu'il a fait. » Elisa regarda par l'embrasure de la porte Victor étudier le document qui pourrait sauver l'héritage de sa famille. « Il ne s'agit pas de Victor, » répondit-elle. « Il s'agit des jumeaux ayant une relation avec leur père et leurs grands-parents. Il s'agit de préserver des emplois et de continuer à aider les patients. » Le docteur Torres sourit d'un air entendu. « Et ça n'a rien à voir avec le fait de lui montrer enfin exactement ce qu'il a perdu quand il a choisi de croire Julian plutôt que toi ?» Pour la première fois ce jour-là, l'expression composée d'Elisa se fissura légèrement, révélant un aperçu de la douleur qu'elle portait encore. « Peut-être y a-t-il une certaine satisfaction là-dedans, » admit-elle. « Mais la vengeance n'a jamais été ma principale motivation. » « Non, » acquiesça le docteur Torres en serrant la main de son ami. « C'est pourquoi tu as réussi là où Julian a échoué. Il était motivé par la cupidité et le ressentiment. Tu étais motivé par quelque chose de bien plus puissant. La détermination de créer quelque chose de bon à partir de quelque chose de terrible. » Les jumeaux apparurent dans le couloir, leur excitation initiale laissant place à l'incertitude alors que les événements de la journée commençaient à les submerger. « Maman, » demanda doucement Léo, « est-ce qu'il reste vraiment pour dîner ?» Elisa s'agenouilla au niveau de son fils. « Ton père et tes grands-parents aimeraient dîner avec nous, oui. Est-ce que ça te va ?» Léo réfléchit sérieusement. « Est-ce que ça veut dire qu'on doit l'appeler « papa » maintenant ?»« Non, mon cœur, la soura Eliza. Tu peux l'appeler comme tu te sens à l'aise. Tout ça est très nouveau et tout le monde comprend. » Luna, toujours pragmatique, avait une autre préoccupation. « Est-ce qu'ils viendront à notre fête d'anniversaire le mois prochain ? On fait un thème sur l'espace et grand-mère Éléanore fait le gâteau. » La simple question, reflétant les priorités directes d'un enfant, modifia l'atmosphère pesante. Elisa sourit sincèrement pour la première fois depuis l'atterrissage de l'hélicoptère. « C'est quelque chose dont nous pourrons discuter pendant le dîner, » répondit-elle. « Pour l'instant, pourquoi n'iriez-vous pas vous laver les mains pendant que je m'occupe de nos invités ?» Alors que les enfants s'éloignaient en courant, Elisa retourna au salon où Victor et ses parents étaient engagés dans une discussion intense. Ils se turent à son entrée. « Les jumeaux aimeraient savoir si vous restez pour dîner, » annonça-t-elle. Et Luna est déjà passée aux questions sur la participation à la fête d'anniversaire le mois prochain. Victor leva les yeux, les siens rougis mais remplis de détermination. « J'aimerais beaucoup. Le dîner, et si vous le permettez, la fête d'anniversaire aussi. » « Nous comprenons si c'est trop tôt, » ajouta sa mère avec hésitation. « Nous avons déjà tellement manqué, mais nous ne voulons pas les submerger. » Elisa les étudia, cette famille qui avait autrefois été la sienne, maintenant des étrangers liés par le sang à ses précieux enfants. « Le dîner est un bon point de départ, » décida-t-elle. « Quant à l'avenir, cela dépend de nombreux facteurs. Le confort des jumeaux est ma priorité. » Comme il se doit, acquiesça fermement Richard. « Nous leur avons manqué, et à toi, terriblement. Quelles que soient les limites que tu fixes, nous les respecterons. » Éléanore arriva peu après, apportant le dessert qu'elle avait promis aux jumeaux. Son introduction à la famille Reed fut maladroite mais se réchauffa rapidement lorsque Victor la remercia, la voix brisée.
d'avoir recueilli Elisa quand personne d'autre ne l'avait fait. Quelqu'un devait faire preuve d'un peu de bon sens, répondit Éléanore sans ambages. Heureusement pour vous tous, je suis trop vieille pour me soucier de la politique pharmaceutique et trop têtue pour me laisser intimider par des imbéciles fortunés. Le dîner qui suivit fut surréaliste, le mélange de deux mondes qui avaient existé en parallèle pendant 6 ans. Les jumeaux, adaptables comme le sont souvent les enfants, semblèrent accepter l'apparition soudaine de grands-parents avec une facilité remarquable. Victor, cependant, observait ses enfants avec une expression d'émerveillement mêlée d'une perte profonde, douloureusement conscient de chaque référence à des événements qu'il avait manqués. Alors qu'Éléanore et les rides aînés aidaient les jumeaux à se préparer pour le lit, les grands-parents formant une alliance improbable dans leur désir commun de se connecter avec les enfants. Victor et Elisa se retrouvèrent seuls dans son bureau. « Je ne sais pas comment te remercier », dit finalement Victor. « Pas seulement pour la proposition de fusion, mais pour… » Il fit un geste impuissant. « Pour t'être assuré qu'ils sachent qui j'étais, même quand tu avais toutes les raisons de m'effacer de leur vie. » « Ils méritaient de connaître leur héritage, » répondit simplement Elisa. « Mes problèmes avec toi n'ont pas changé ce fait. » Victor étudia son visage, la femme qu'il avait autrefois aimée si complètement, maintenant une étrangère qui avait bâti une vie extraordinaire sans lui. Et que se passe-t-il maintenant? Au-delà de la fusion, au-delà des poursuites judiciaires contre Julian et Sophia? Maintenant, tu apprends à connaître tes enfants, répondit lentement Elisa. Selon leurs termes, et les miens. Tu as manqué 6 ans, Victor. Cela ne peut pas être récupéré du jour au lendemain. Et nous? Demanda-t-il avec hésitation. Y a-t-il une possibilité que… Non, l'interrompit fermement Elisa. Cette partie de notre histoire s'est terminée la nuit où tu as choisi de croire Julian plutôt que moi. J'ai bâti une vie dont je suis fière, Victor. Les jumeaux et moi sommes heureux. Victor hocha la tête, acceptant sa réponse avec une dignité résignée qui aurait été impossible pour l'homme plus jeune qui l'avait rejeté si précipitamment. « Je comprends. J'ai juste besoin que tu saches à quel point je regrette profondément ce qui s'est passé. Si je pouvais revenir en arrière. » « On ne peut pas revenir en arrière, » dit Elisa plus doucement. « Nous ne pouvons qu'aller de l'avant. Pour le bien des jumeaux, j'espère que nous pourrons construire une relation civilisée. Mais une réconciliation romantique n'est pas possible. Trop de choses ont changé. » Alors que Victor absorbait cette déclaration définitive, un léger coup fut frappé à la porte du bureau. Le docteur Torres entra avec une tablette. « Désolé d'interrompre, mais vous devriez voir ça. La nouvelle de l'arrestation de Julian et Sophia est tombée. Le conseil d'administration de Reed Pharmaceuticals convoque une réunion d'urgence pour demain matin. Victor Gromolka. Je devrais y aller. Je dois me préparer aux retombées. La proposition de fusion pourrait stabiliser les choses si elle est présentée rapidement, suggéra Elisa. Tes parents ont des copies. Peut-être pourraient-ils y assister avec toi pendant que je m'occupe de la routine matinale des jumeaux. La simple référence domestique, la routine matinale qu'elle avait gérée seule pendant 6 ans, flotta entre eux, soulignant tout ce que Victor avait perdu par son jugement précipité et sa confiance mal placée. « Merci, » dit-il finalement. « Pour la proposition, pour le dîner, pour tout. » Il hésita. Serait-il approprié de dire bonne nuit aux jumeaux? Elisa hocha la tête. Ils sont probablement encore éveillés. Luna s'endort rarement avant d'avoir obtenu au moins 3 histoires. Un fantôme de sourire traversa le visage de Victor. Elle est persévérante. Comme sa mère. Oui, acquiesça Elisa en le conduisant vers la chambre des enfants. Bien que ces tactiques de négociation viennent entièrement de ton côté de la famille. La salle de conférence de Reed Pharmaceuticals bourdonnait de tension alors que les membres du conseil d'administration se rassemblaient pour la réunion d'urgence. La nouvelle des arrestations de Julian et Sophia s'était répandue rapidement dans les milieux financiers, et la cotation des actions de la société avait été suspendue en attendant l'enquête. Victor était assis en bout de table, son père à ses côtés, les 2 hommes paraissant épuisés mais résolus. Les membres du conseil, pour beaucoup des amis de longue date de la famille, semblaient sous le choc des révélations sur les activités de Julian. « La situation est grave, mais pas irrémédiable », commença Victor, la voix assurée malgré son trouble intérieur. « Avec votre permission,
J'aimerais présenter une proposition pour aller de l'avant. Pendant l'heure suivante, Victor exposa la proposition de fusion préparée par Elisa. Le conseil écouta avec un intérêt croissant alors qu'il expliquait comment la combinaison de la recherche innovante de Phoenix avec l'infrastructure établie de Reed pourrait préserver les emplois, maintenir l'accès des patients aux médicaments et positionner l'entité combinée en tant que leader de l'industrie. C'est Elisa Winters, dit un membre du conseil avec scepticisme. Elle est prête à fusionner son entreprise prospère avec la nôtre pendant une crise de cette ampleur? Quelle est sa motivation? Victor et son père échangèrent un regard. Il y a autre chose que vous devriez savoir, admit Victor. Elisa Winters et Elisa Reed. Mon ex-femme. Les murmures choqués autour de la table reflétèrent la nature explosive de cette révélation. La femme que Julian Thomas prétendait infidèle, précisa un membre plus âgé du conseil. Celle qui a disparu il y a 6 ans. Oui, confirma Victor. Julian a fabriqué des preuves contre elle pour dissimuler ses propres crimes financiers. Elle était innocente de toutes les accusations. Et elle est maintenant notre principal concurrent, demanda un autre, incrédule. Elle l'est, reconnut Victor. Elle est aussi la mère de mes jumeaux de 6 ans, que j'ai rencontrés pour la première fois hier. Le silence stupéfait qui suivit fut finalement rompu par le membre le plus ancien du conseil d'administration de la société, Margaret Chen. Ce n'est pas ce que je voulais dire, précisa Elisa. Je parlais de toi, personnellement. Tu as été trompé par des gens en qui tu avais une confiance implicite. Ce n'est pas quelque chose dont on se remet simplement. Victor réfléchit sérieusement à sa question. J'ai commencé une thérapie, admit-il. Quelque chose que j'aurais dû faire il y a des années, après la mort de mon frère. Julian a exploité mon chagrin et mes insécurités de manière magistrale. Il croisa son regard. Je ne suis pas le même homme qui t'a mise à la porte, Elisa. Je ne peux pas changer ce que j'ai fait, mais je peux m'assurer de ne plus jamais faire ce genre d'erreur. Elisa hocha la tête, acceptant sa réponse sans commentaire. L'annonce de la fusion fit les gros titres des publications économiques. Phoenix et Reed Pharmaceuticals annoncent une fusion historique. Elisa Winters révélée comme l'ex-femme de Victor Reed dans une stupéfiante réconciliation professionnelle et personnelle. L'aspect personnel de l'histoire, l'épouse bafouée revenant triomphalement avec des enfants cachés et une entreprise supérieure, capta l'imagination du public. Les demandes d'interview affluèrent, qu'Elisa refusa poliment mais fermement. Ce n'est pas un drame de tabloïd, dit-elle à son équipe de relations publiques. C'est une fusion d'entreprises avec des éléments personnels qui ne sont pas destinés à la consommation publique. Au fil des semaines, la relation de Victor avec les jumeaux s'approfondit progressivement. Léo commença à baisser sa garde, surtout après avoir découvert la vaste bibliothèque de son père et leur intérêt commun pour la géologie. Luna adopta simplement Victor comme s'il avait toujours été présent, l'intégrant avec pragmatisme dans sa vision expansive du monde. Le 7e anniversaire imminent des jumeaux devint un point central. Victor, désireux de rendre l'occasion mémorable, consulta à plusieurs reprises Elisa sur les cadeaux et les arrangements appropriés. Rien d'extravagant, le miel en garde. Ils n'ont pas besoin d'être comblés de cadeaux coûteux pour rattraper le temps perdu. Je sais, l'assura Victor. Mais j'aimerais apporter quelque chose de significatif au thème de l'espace que Luna a demandé. La veille de la fête d'anniversaire, Victor apparut aux pantous d'Elisa avec le Dr Torres, devenu une alliée inattendue pour l'aider à naviguer dans sa nouvelle relation avec ses enfants. Nous avons une proposition, annonça le Dr Torres, pour la fête d'anniversaire. Elisa haussa un sourcil. Je pensais que tout était arrangé. Eleanor fait le gâteau. Les décorations sont prêtes et la visite au planétarium est réservée pour demain matin. Ce serait un ajout, expliqua Victor. Avec ton approbation, bien sûr. Il exposa son idée. Un observatoire professionnel avait accepté une séance d'observation privée en soirée après la visite du planétarium. Les jumeaux et leurs amis auraient accès à de puissants télescopes pendant une nuit exceptionnellement claire où plusieurs planètes seraient visibles. C'est en fait parfait, reconnut Elisa. Luna sera aux anges. Et pour Léo, continua Victor, plus hésitant, j'ai organisé la venue d'un géologue du Muséum d'histoire naturelle qui apportera plusieurs spécimens rares à examiner.
y compris, ajouta-t-il avec un petit sourire, un fragment de la météorite qui a créé le cratère de Beringer. Elisa le regarda avec une nouvelle appréciation. Tu as été attentif à leur centre d'intérêt. Bien sûr, répondit simplement Victor. Ce sont des enfants extraordinaires. Apprendre à les connaître a été le plus grand privilège de ma vie. La fête d'anniversaire se déroula parfaitement. Les jumeaux, entourés d'amis de l'école et des deux côtés de leur famille inhabituelle, s'épanouirent sous l'attention. Éléanore et la mère de Victor avaient formé une alliance inattendue, coordonnant les décorations et la nourriture avec une précision militaire. Richard Reed, initialement maladroit avec les enfants, avait trouvé sa place en aidant Léo à organiser sa collection de roches grandissantes. À l'observatoire ce soir-là, après que les autres enfants eurent été récupérés par leurs parents, le noyau familial resta. Luna passait d'un télescope à l'autre avec un enthousiasme débordant, tandis que Léo consignait soigneusement ses observations dans un carnet que Victor lui avait donné. Alors que les enfants étaient occupés avec le docteur Torres et les Reed aînés, Victor se retrouva debout à côté d'Elisa à la balustrade de l'observatoire, regardant les lumières de la ville. « Merci, dit-il doucement, de m'avoir permis de faire partie de cette journée. » Elisa hocha la tête, son expression s'adoucissant dans la pénombre. « Tu as bien fait. L'observatoire était le cadeau parfait. » Je pensais ce que j'ai dit avant, continua Victor avec précaution. Apprendre à les connaître, même avec toutes les années que j'ai manquées, est le plus grand cadeau que j'aurais pu recevoir. Elisa se tourna pour l'étudier, l'homme qu'elle avait autrefois aimé complètement, maintenant une personne différente, façonnée par la perte et la révélation. « Tu as changé, observa-t-elle. »« J'ai dû, répondit simplement Victor. L'homme que j'étais il y a 6 ans a tout perdu ce qui comptait parce qu'il ne pouvait pas voir ce qui était juste devant lui. »« Pas tout, corrigea Elisa en jetant un coup d'œil vers les jumeaux. Ils sont toujours à toi, de la manière qui compte le plus. »« Grâce à toi, reconnut Victor. Parce que malgré tout, tu t'es assuré qu'ils sachent qui j'étais. » Un silence confortable s'installa entre eux. Pas l'intimité de leur ancienne relation, mais quelque chose de nouveau. Une appréciation partagée pour les enfants extraordinaires qu'ils avaient créés et le chemin complexe qui les avait menés à ce moment. « Maman. Papa. » appela Luna avec enthousiasme, les désignations parentales lui venant désormais naturellement. Ils ont trouvé les anneaux de Saturne. Venez voir. Alors qu'ils se déplaçaient pour rejoindre leurs enfants, Victor s'arrêta. « Eliza, je sais que nous ne pourrons jamais revenir à ce que nous étions, et j'ai accepté cela. Mais je veux que tu saches que je suis reconnaissant pour cette seconde chance d'être dans leur vie. Et même si ce n'est qu'en tant que coparent et partenaire commercial. » Elisa réfléchit attentivement à ces mots. La vie nous donne rarement ce à quoi nous nous attendons, Victor. Parfois, elle nous enlève ce que nous pensions ne pas pouvoir vivre sans, pour le remplacer par quelque chose que nous n'aurions jamais imaginé possible. Alors que les jumeaux les appelaient à nouveau avec enthousiasme, elle ajouta : concentrons-nous sur le fait de leur donner la famille stable et aimante qu'ils méritent, quelle que soit la forme qu'elle prendra. 1 an après l'interruption dramatique du mariage, le 8e anniversaire des jumeaux arriva avec considérablement moins de drame mais beaucoup plus de joie. Phoenix Reed Pharmaceuticals avait non seulement survécu à la fusion, mais avait prospéré, combinant les approches de recherche innovantes d'Elisa avec l'infrastructure établie de Reed. L'entreprise était devenue un leader de l'industrie en matière de pratiques éthiques, de tests transparents et de prix abordables des médicaments. La fête d'anniversaire eut lieu dans la nouvelle maison de Victor, une demeure confortable mais pas ostentatoire, avec un jardin tentaculaire parfait pour la fête sur le thème des dinosaures que Léo avait demandé. Son intérêt était passé des roches à la paléontologie ces derniers mois. Elisa arriva tôt pour aider aux préparatifs, amenant Éléanore et le docteur Torres, devenus des piliers du cercle familial élargi des jumeaux. Les parents de Victor étaient déjà là, Richard assemblant soigneusement un volcan réaliste qui entrerait en éruption en toute sécurité pendant la fête, tandis que sa femme disposait des plantes d'aspect préhistorique autour du jardin. « Tout a l'air incroyable », commenta Elisa en examinant le jardin transformé. « Les enfants vont adorer. »« J'espère bien », répondit Victor en sortant de la maison avec des plateaux de biscuits en forme de fossiles. Léo a été très précis sur l'exactitude scientifique. « Il tient ça de nous deux », observa Elisa avec un sourire.
Leur relation avait évolué au cours de l'année écoulée vers un arrangement de coparentalité confortable. La tension initiale avait progressivement cédé la place au respect mutuel alors qu'ils naviguaient à la fois dans leur fusion d'entreprise et leurs responsabilités partagées envers les jumeaux. Les enfants s'étaient adaptés à leur nouvelle structure familiale avec une résilience remarquable. Ils passaient maintenant 3 nuits par semaine chez Victor, le reste du temps aux pantous d'Elisa. Loin d'être désorientés par cet arrangement, ils semblaient s'épanouir en ayant leurs 2 parents activement impliqués dans leur vie. Alors que les invités commençaient à arriver, amis de l'école, collègues des 2 entreprises et la famille élargie non conventionnelle qu'ils avaient assemblée, Elisa se surprit à observer Victor interagir avec les enfants. Sa transformation au cours de l'année écoulée avait été remarquable. L'héritier pharmaceutique ambitieux, parfois arrogant, avait été remplacé par un père attentionné et patient qui donnait la priorité à ses enfants avant tout. Il s'en sort bien, observa le docteur Torres en rejoignant Elisa au bord du jardin. Mieux que ce à quoi je m'attendais, pour être honnête. Oui, acquiesça Elisa. Les jumeaux l'adorent. Et toi ? Demanda prudemment le docteur Torres. Comment te sens-tu par rapport à tout ça ? Ça ne doit pas être facile de le voir s'intégrer si harmonieusement dans la vie que tu as construite sans lui. Elisa réfléchit à la question. En fait, ça a été plus facile que je ne l'avais prévu. Victor n'essaie pas de prendre le contrôle ou de changer ce qui fonctionne déjà. Il s'ajoute simplement à l'équation d'une manière qui profite aux enfants. Et d'une manière qui te profite, insista doucement le docteur Torres. Avoir un coparent après 6 ans à tout faire seul doit être un certain soulagement. Ça l'est, reconnut Elisa, bien que je me sente parfois coupable à ce sujet. Après tout ce qui s'est passé, devrais-je lui permettre de me faciliter la vie ? Le docteur Torres sourit d'un air entendu. Le pardon ne concerne pas seulement lui, Elisa. Il s'agit de te libérer du poids du passé. Avant qu'Elisa ne puisse répondre, un autre invité arriva, David Torres, le fils du docteur Torres, portant un cadeau somptueusement emballé. Au cours de l'année écoulée, David était devenu un visiteur fréquent lors des réunions de famille. En tant que chirurgien pédiatrique qui avait initialement traité Léo pour une blessure sportive mineure, il avait noué un lien naturel avec les 2 enfants. « Désolé, je suis en retard », s'excusa-t-il en saluant Elisa d'un sourire chaleureux. Une opération d'urgence a duré plus longtemps. Tu es pile à l'heure, l'assura Elisa. L'éruption du volcan n'est pas prévue avant 30 minutes. Alors que David se dirigeait pour saluer les jumeaux, qui le reçurent avec une affection évidente, le docteur Torres lança un regard significatif à Elisa. Il a annulé une conférence à Boston pour être ici aujourd'hui, mentionna-t-elle nonchalamment. Il a dit que l'anniversaire des jumeaux était plus important. Elisa sentit une bouffée de chaleur à cette information. Son amitié avec David s'était développée progressivement, mais aucun n'avait pris de mesures pour la définir comme quelque chose de plus. Il est doué avec eux, observa Elisa d'un ton neutre, bien que son expression s'adoucit en regardant David aider Léo à ajuster son costume de paléontologue. La fête se déroula parfaitement, l'éruption du volcan servant de point culminant dramatique. Léo et Luna, entourés d'amis et de leur famille élargie inhabituelle, rayonnaient de bonheur en soufflant les bougies de leur gâteau dinosaure. Alors que la célébration commençait à se terminer, Victor s'approcha d'Elisa avec 2 verres de champagne. Un toast, suggéra-t-il, à nos extraordinaires enfants. Elisa accepta le verre. À Léo et Luna. Puissent-ils toujours être aussi heureux ? Ils sirotèrent en silence complice, regardant les jumeaux montrer avec enthousiasme à leurs amis les vrais spécimens de fossiles que Victor avait obtenus du musée. « Je voulais te dire, » dit Victor après un moment, « l'enquête sur les activités de Julian et Sophia est enfin terminée. Leur condamnation est le mois prochain. » Elisa hocha la tête. Les procédures judiciaires avaient été longues, révélant une fraude encore plus étendue que ce qui avait été initialement soupçonné. Ont-ils offert une explication pour leurs actes ? Pourquoi m'ont-ils ciblé spécifiquement ? Julian a finalement admis qu'il avait reconnu que tu étais sur le point de découvrir des irrégularités dans les données de recherche, expliqua Victor. Il savait que ta rigueur scientifique finirait par exposer les raccourcis qu'il prenait. Te retirer était de l'autopréservation. Et Sophia ? L'expression de Victor se durcit légèrement. Apparemment, elle a toujours été jalouse de notre relation.
Elle a vu le plan de Julian comme une opportunité d'obtenir ce qu'elle voulait depuis l'université, la richesse et le statut d'une ride. Elisa absorba cette information pensivement. C'est étrange de penser à quel point tout aurait pu se dérouler différemment si tu m'avais simplement écouté cette nuit-là. Je sais, reconnut Victor, le regret évident dans sa voix. Pas un jour ne passe sans que je n'y pense. Si je pouvais changer un seul moment de ma vie, ce serait celui-là. Et pourtant, songea Elisa en regardant le joyeux chaos de la fête d'anniversaire de ses enfants, voudrions-nous le changer? Je veux dire, Phoenix n'existerait pas. Tes parents n'auraient pas Eleanor les terrifiant avec ses opinions brutalement honnêtes. Elle sourit légèrement. Le docteur Torres et moi n'aurions pas révolutionné les protocoles de traitement du cancer. Une lueur d'espoir dans ma catastrophe, suggéra Victor avec un sourire plein d'autodérision. Peut-être, admit Elisa, bien que le coup ait été énorme. Leur conversation fut interrompue par David, qui s'approcha avec une expression d'excuse. Désolé d'interrompre, mais Léo insiste sur le fait que seul un médecin peut examiner correctement sa nouvelle collection de fossiles pour en vérifier l'exactitude scientifique. Apparemment, mes qualifications de chirurgien me qualifient pour cet honneur. Victor rit. Tu ferais mieux de ne pas le faire attendre. Il prend ses fossiles très au sérieux. Alors que David s'éloignait, Victor jeta un coup d'œil entre lui et Elisa avec des yeux entendus. C'est un homme bien, observa-t-il d'un ton neutre. Oui, acquiesça simplement Elisa. Les jumeaux sont à l'aise avec lui. Victor continua avec précaution. Ils ont mentionné qu'il les emmène parfois en randonnée le samedi. C'est vrai, confirma Elisa. Il a été un bon ami. Victor étudia son expression. Juste un ami. Elisa croisa son regard directement. Nous prenons les choses très lentement. Les enfants sont ma priorité. Comme il se doit, acquiesça Victor. Mais Elisa, s'il te rend heureuse, ne laisse pas le passé, notre passé t'en empêcher. La simple sincérité de sa déclaration toucha Elisa de manière inattendue. C'était un autre signe de combien Victor avait changé. La capacité de souhaiter sincèrement son bonheur, même avec quelqu'un d'autre. Plus tard dans la soirée, après le départ des derniers invités et que les jumeaux se furent endormis dans leur chambre chez Victor, les adultes se rassemblèrent sur la terrasse. Eleanor et les rides aînés étaient engagés dans un débat animé sur les approches éducatives, tandis que le docteur Torres racontait des histoires de ses premières recherches. David était assis à côté d'Elisa, leurs mains se frôlant occasionnellement d'une manière qui suggérait un confort croissant avec de petites intimités. Victor, remarquant cela, sourit pour lui-même avant de reporter son attention sur la conversation. Vers minuit, Eleanor annonça qu'il était temps pour elle de partir, provoquant un mouvement général pour conclure la soirée. Les jumeaux resteraient avec Victor jusqu'au matin, suivant leur routine établie. « Je te raccompagne », offrit David alors qu'Elisa rassemblait ses affaires à la porte d'entrée. Loin des autres, il hésita. « Je voulais te demander quelque chose. » Elisa le regarda, attendant. « Il y a une conférence médicale à Vienne le mois prochain, » expliqua-t-il. 3 jours. J'ai pensé que tu pourrais peut-être envisager de te joindre à moi. Nous pourrions prolonger d'1 semaine, visiter la ville. L'invitation flotta entre eux, pas seulement une offre de voyage, mais un pas vers une définition plus claire de leur relation. Je devrais vérifier avec Victor pour les jumeaux, commença prudemment Elisa. Déjà fait, admit David avec un sourire penaud. Il m'a assuré qu'il pourrait ajuster son emploi du temps pour les avoir cette semaine-là. Le docteur Torres s'est porté volontaire pour aider aussi. Elisa haussa un sourcil. Tu as planifié ça. Espia, corrigia doucement David. Je sais à quel point les enfants sont importants pour toi. Je ne suggérerai rien qui compliquerait leur vie. Le soin derrière sa considération, non seulement pour elle mais pour toute la famille complexe qu'elle avait construite, toucha profondément Elisa. Vienne semble merveilleux, dit-elle finalement, s'autorisant à accepter la possibilité d'un bonheur personnel qui n'avait rien à voir avec la vengeance ou la rédemption. Le lendemain matin, Victor préparait le petit déjeuner tandis que les jumeaux racontaient avec énergie leur moment préféré de la fête. Elisa arriva pour les récupérer, accompagnée de David qui avait proposé de les conduire à leur club scientifique du week-end.
Tandis que les adultes supervisaient le nettoyage du petit déjeuner, un moment inattendu d'harmonie s'installa dans la cuisine. Victor et David discutant des intérêts éducatifs des jumeaux, Elisa organisant l'emploi du temps de la semaine, tous fonctionnant avec le rythme confortable de personnes qui avaient trouvé un moyen de placer les besoins des enfants avant tout. Quand les jumeaux partirent en courant chercher leur projet scientifique, Victor saisit l'occasion de parler en privé avec Elisa. « Je voulais te remercier, dit-il doucement. « Pourquoi ?» demanda Elisa, sincèrement perplexe. « De m'avoir permis de faire partie de leur vie, » expliqua Victor. « De ne pas avoir laissé l'amertume te consumer alors que tu avais toutes les raisons de le faire. » Elisa réfléchit attentivement à ces mots. « Sais-tu quel était le vrai secret? Celui qui t'a finalement ruiné? » Victor attended, curious. « Ce n'était pas les jumeaux, continua-t-elle. Ce n'était pas Phoenix Pharmaceuticals ou la dénonciation des manigances de Julian. C'était de te montrer que la rédemption était possible, mais que le pardon devait se mériter, chaque jour. L'homme qui m'a jeté dehors cette nuit-là n'aurait jamais compris ça. L'homme qui se tient devant moi maintenant, si. » Ces mots ne contenaient aucune malice, seulement une reconnaissance de la vérité. Victor hocha lentement la tête, acceptant à la fois l'évaluation et la reconnaissance implicite qu'il avait effectivement changé. « Maman. Papa. On est prêt. » appela Luna depuis le couloir où elle et Léo attendaient avec leur sac à dos et leurs projets scientifiques. Alors qu'ils se déplaçaient pour rejoindre les enfants, Victor demanda doucement. « Es-tu heureuse, Elisa? Vraiment ?» Elle jeta un coup d'œil vers David, qui aidait Léo à ajuster son diorama de dinosaures, puis de nouveau vers les jumeaux, en bonne santé, brillants et entourés de gens qui les aimaient. Finalement, elle se considéra elle-même, la femme qui était passée du statut de sans-abri à celui de bâtisseuse d'un empire pharmaceutique, qui avait élevé seule des enfants extraordinaires et qui avait maintenant trouvé une résolution pacifique à ce qui avait autrefois semblé une trahison impardonnable. « Oui, » répondit-elle honnêtement. « Pas de la manière que j'avais imaginée autrefois, mais peut-être d'une meilleure manière que ce que j'aurais pu planifier. » Dehors, alors qu'ils se préparaient à se séparer les jumeaux allant avec Elisa et David au club scientifique, Victor se dirigeant vers une réunion d'entreprise, Léo s'arrêta soudainement. « Attendez, » dit-il sérieusement. « On a oublié quelque chose d'important. » Les adultes échangèrent des regards inquiets. « Qu'est-ce que c'est, mon cœur ?» demanda Elisa. « Notre photo de famille, » expliqua Léo en désignant l'appareil photo encore posé sur la table d'entrée depuis la fête de la veille. « On est censé en prendre une après chaque anniversaire. C'est notre tradition. » La simple demande de documenter leur famille non conventionnelle réduisit momentanément les adultes au silence. Ce fut Luna qui résolut le problème pratique. « On a besoin du retardateur, » déclara-t-elle, installant déjà l'appareil. « Tout le monde près du mur du jardin. Dépêchez-vous. » Ils s'assemblèrent comme demandé, Victor et Elisa avec les jumeaux entre eux, David et les autres disposés autour d'eux. Alors que le retardateur décomptait, Léo et Luna rayonnaient de la simple joie d'enfants entourés d'adultes qui avaient trouvé un moyen de placer l'amour au-dessus du ressentiment, le pardon au-dessus de la vengeance. L'appareil photo flasha, capturant un moment qui aurait semblé impossible 2 ans plus tôt. Pas une famille parfaite selon les normes conventionnelles, mais une famille qui avait été forgée à travers des circonstances extraordinaires en quelque chose de résilient et de réel. Plus tard dans la soirée, alors qu'Elisa examinait des documents de travail pendant que les jumeaux faisaient leurs devoirs à sa table de salle à manger, son téléphone sonna, un message de Victor. Il avait envoyé la photo de famille, accompagnée d'un simple texte. Pas ce que nous avions imaginé, ni l'un ni l'autre, mais peut-être mieux que ce que nous avions prévu. Merci de m'avoir montré que la vengeance la plus puissante n'était pas la destruction, mais la création. Elisa étudia l'image, les visages joyeux de ses enfants entourés de la famille élargie inhabituelle qu'ils avaient assemblée. Victor avait raison. La vengeance qu'elle avait finalement prise n'était pas de le détruire, lui ou son entreprise. C'était de créer quelque chose de si extraordinaire à partir des cendres de la trahison que cela avait transformé tous ceux que cela avait touchés, y compris, de manière très surprenante, elle-même.